Alors j'ai bien aimé la fiche qui a été faite pour cette conférence, donc je l'utilise ici dans ce slide introductif. Et j'ai intitulé cette présentation « Plonger dans la foule », parce qu'on fait souvent l'analogie entre la foule et les fluides, la mer ou la foule qui s'écoule comme de l'eau. Et c'est d'autant plus vrai que alors, il m'arrive d'intervenir pour mes recherches dans un festival qui prend place pas très loin d'ici, au Hellfest à Clisson. Et je ne sais pas si vous saviez, mais je vous montrerai des images où vraiment on peut faire une analogie assez forte entre la foule et la mer, mais j'ai été amusé de voir que la sécurité est assurée par les sauveteurs en mer pour tout ce qui est sécurité civile. Voilà. Donc le festival fait appel à l'ensemble de ces unités-là. Il y en a de très nombreuses sur le site pendant le festival. Alors j'ai organisé l'exposé un petit peu comme ça. J'ai juste assemblé des transparents pour vous montrer un petit peu quels sont les sujets qui nous concernent autour de la foule, pourquoi on mène des recherches sur la foule et comment on la mène. Voilà. Et j'ai touché un petit peu à toutes les applications de ces recherches, donc je vais pouvoir vous en parler aujourd'hui. Alors il y a une autre illustration que j'aime bien de la foule, qui est celle-ci. Donc c'est un tableau qu'on peut voir au Musée des Beaux-Arts de Rennes, qui est gratuit, vous pouvez y aller, d'André de Vambès. Il a beaucoup peint les foules, dont cette vue du deuxième étage de la Tour Eiffel sur l'exposition industrielle de 1937 qui a pris place à Paris. Et ce que j'aime bien dans cette peinture, c'est qu'on voit à quel point finalement la foule a quelque chose de fascinant. Déjà, ça fait l'objet d'une peinture comme celle-là, et je ne sais pas. Alors c'est une toile qui a pas mal de spectateurs dans les galeries du musée, et alors peut-être qu'on le voit pas très bien aujourd'hui avec le rendu sur l'écran comme ça, mais la foule est très colorée, elle est organisée d'une certaine manière, et d'une certaine façon on la voit presque bouger. Et c'est un petit peu ça qui m'intéresse, c'est que c'est exactement ce que j'essaye de faire dans mes recherches. Donc moi je m'intéresse à la modélisation et à la simulation de foule. Donc c'est des sciences qui relèvent des sciences informatiques. Et on se pose deux questions. Alors ça c'est une représentation graphique de la foule, mais moi je me pose des questions sur les représentations mathématiques de la foule, comment on peut représenter une foule de manière mathématique. Je ne vais pas trop vous ennuyer avec ça aujourd'hui, mais c'est quand même ça qui fait l'objet de mon activité. Et pour le côté informatique, encore plus, les algorithmes qui utilisent ces représentations mathématiques pour faire quoi, justement? Pour essayer de reproduire un petit peu comment la foule se comporte. Si on arrive, nous, à faire un petit peu une prédiction de ce qui se passe ici, à avoir une compréhension de presque la voir bouger, on peut se dire que c'est quelque chose, voilà, c'est un phénomène qui est prévisible, qui est reproductible et qui peut être étudié de cette manière. Donc voilà, pourquoi on met la foule en équation et en logiciel? C'est pour l'étudier, essayer de la comprendre. Donc on simule pour comprendre. On fait des hypothèses sur le comportement de la foule, on le met en équation et puis on regarde si effectivement le comportement de la foule réelle correspond à ce que la simulation dit. Pour le reproduire, je vais exactement vous dire pourquoi on essaie de reproduire ça juste après, ou pour prédire le comportement. Et ça, on va en parler aussi. On cherche à prédire le comportement pour tout simplement organiser les événements qui sont destinés à accueillir du public. On essaie d'un petit peu de prévoir ce qui pourrait se passer, et l'informatique peut aider à ça. On n'est pas dans Minority Report où on essaie de faire des prédictions très précises, mais en gros, comment les choses peuvent se passer quand on accueille une foule. Alors, pour vous donner un exemple très concret, il y a plusieurs approches à ce problème-là. Il y a plusieurs manières de représenter la foule de manière mathématique et puis algorithmique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle les approches microscopiques.
Donc je vous montre à gauche, c'est des images que j'ai tirées d'Internet. Hein. C'est la sortie du stade de Wimbledon, pour ceux qui sont intéressés par le football, et où il y a des concerts aussi à cet endroit. Là, ce que vous voyez à gauche, c'est une foule en mouvement et qui ressemble assez largement à un fluide, là, comme je le précisais tout à l'heure. Mais ce qu'on voit aussi à l'image, c'est que ce mouvement de masse, il résulte d'un ensemble de mouvements individuels. Donc on a cette manière-là de représenter les choses. C'est-à-dire de dire, finalement, le mouvement de la foule, c'est le mouvement de combiné de tous ces individus. Et une manière de raisonner, c'est de reproduire ce mouvement individuel, d'essayer de le comprendre, essayer de comprendre comment les individus se comportent dans la foule, comment ils se déplacent, et de l'inculquer à un agent. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser plutôt côté informatique, un agent, c'est-à-dire un élément individuel qui a quelques règles de comportement qu'on peut facilement écrire encore une fois en équation et qui va permettre de reproduire le comportement de la foule. Donc c'est ce qu'on voit à droite. À droite, c'est une simulation. Alors c'est une simulation qu'on a augmentée avec une représentation graphique très fine, c'est-à-dire que c'est pas des particules qu'on voit bouger comme on pourrait s'y attendre, mais c'est vraiment des personnages animés, un petit peu comme dans les animations en 3D. Et voilà, chacun de ces personnages a une règle de comportement assez simple vis-à-vis de ses voisins. Il va aligner sa vitesse sur celui de ses voisins. Alors il y a des termes de retard, il y a des termes qui sont liés à la mécanique de la marche là-dedans. Mais en gros, on voit que on reproduit le phénomène qui se passe à gauche, même si c'est pas tout à fait les mêmes paramètres, c'est même pas la même vitesse de défilé des vidéos, donc mais ça ressemble, voilà. Et ça peut vous paraître suffisamment réaliste comme calcul. Finalement, oui, le logiciel a prévu ce qui se passerait si on demandait à toute cette foule de s'écouler comme ça dans un couloir. Alors c'est le cas, hein, puis on s'intéressait à un phénomène ici sur lequel je vais revenir un peu tout à l'heure. Vous avez déjà été pris dans les bouchons à Vannes, j'imagine, quand les vagues de Parisiens déferlent sur la côte. Et vous avez cette expérience d'être arrêté comme ça dans le trafic, et puis ça repart, le trafic redémarre, vous faites quelques mètres ou quelques centaines de mètres, puis le trafic se réarrête comme ça. Ça s'appelle du trafic en accordéon, ou des vagues de stop and go en anglais. Et c'est un phénomène qu'on trouve aussi dans les foules humaines. C'est-à-dire si... alors là, les vagues de stop and go, elles sont générées par les chevaux qui arrêtent la foule et qui réouvrent la vanne. Mais vous voyez qu'il y a un phénomène qui se propage vers l'arrière. Les gens sont arrêtés devant, là, puis il y a une vague qui se propage vers l'arrière, tac, avec une vitesse de propagation qui est toujours un peu la même. Et c'est un phénomène qu'on arrive à reproduire dans nos simulations, par exemple. La vue que vous voyez en bas, là, de haut, c'est les mêmes personnages qui se déplacent, mais vus de haut. Et la couleur, elle code la vitesse de déplacement des piétons. Et ce que vous voyez, c'est que quand ils sont bleus, c'est qu'ils vont lentement, ils sont presque arrêtés. Et ce que vous voyez là sur la simulation, ce qu'elle prédit, c'est que l'endroit où ils sont arrêtés va se propager vers l'arrière, comme ça. Et il y a une partie en vert où les gens redémarrent, recommencent à marcher à vitesse un peu plus normale. Ok, donc c'est sur une situation qui est même très simple comme ça. Voilà, la simulation arrive à prédire ce qui va se passer au niveau de l'écoulement et au niveau du trafic de piétons. Alors ça, c'est très intéressant comme résultat parce que ça permet un peu de prédire des choses qui sont importantes, comme la vitesse d'écoulement de cette masse de gens et par exemple combien de temps cela nous prendrait pour évacuer un certain nombre de personnes d'un lieu. Voilà. Même si là il marche, évacuer c'est pas toujours une évacuation urgente, hein, c'est juste faire sortir les gens. Donc c'est un petit peu le genre d'outil qu'on manipule. Alors pourquoi on fait ça? Donc j'ai parlé de trafic piétonnier, je parlais un peu d'application à la sécurité, mais initialement, du moins dans le domaine informatique, ce qui est intéressant, c'est que
avant tout, on a simulé les foules pour faire des effets spéciaux au cinéma. C'est pas tellement l'application première à laquelle on pense, mais c'est pourtant vrai. Et ça a commencé dans les années 80 avec un ingénieur qui était ingénieur pour les effets spéciaux à Hollywood et qui a fait un algorithme qui simule le déplacement des foules. Alors, c'était pas des foules humaines. Il cherchait, lui, à reproduire le mouvement des oiseaux qui se déplacent en bande, comme ça, en nuée. Et en particulier, vous avez sans doute déjà vu les nuées des tourneaux au-dessus des villes qui font des vagues comme ça. Et c'est un peu ces mouvements-là qu'il cherchait à reproduire. Là, c'est pour vous reprendre un exemple du genre de règles qu'on va inculquer dans chaque agent pour obtenir ce genre de mouvement collectif. Et donc Reynolds, dans les années 85, il propose une technique assez simple où chacun de ces... alors il appelait ça les boids, c'est un peu les birds, mais boïd, voilà, de façon comme humain, humanoïde, birds, boïd. Et le mouvement de chacun des petits oiseaux, représentés par un triangle ici, répond à 3 règles très simples. Chaque agent va regarder son voisinage. Il va avoir autour de lui un certain nombre d'autres agents et il va tout d'abord aligner son mouvement avec celui des autres. Donc il va regarder dans quel est le mouvement moyen de ses voisins et puis il va aligner son mouvement sur cet axe-là. Il va chercher en deuxième règle à rejoindre le groupe, c'est-à-dire se diriger vers son barycentre. Mais il va faire attention à éviter les collisions avec d'autres agents, donc il va s'éloigner du plus proche. Voilà, chaque agent applique ces 3 règles-là quand il se déplace, il ne fait rien d'autre. Et vous voyez émerger cette espèce de mouvement collectif qui ressemble vaguement, il y a des moyens de le faire ressembler vraiment de manière très précise, à des nuées d'oiseaux. Ici représenté en 2D hein, pour les besoins de la compréhension, mais c'est exactement ce qui se passe. Ils ne font rien d'autre. Et d'ailleurs, une grande question des biologistes, puisqu'il y en a dans la salle, c'est de savoir pourquoi les étourneaux font ça, mais je crois qu'on n'a pas vraiment de réponse à ce stade. Et ça, c'est utilisé dans certains films. Alors, je vous ai pris une séquence. Donc ça, c'est le Batman de Tim Burton, de 92, je crois, où voilà, bon, il y a un certain nombre d'effets spéciaux. Ici, il y a une chute, mais il y a cette nuée de chauves-souris qui s'envolent de l'arbre et qui est simulée avec ce genre d'algorithme derrière. Donc c'est vraiment Craig Reynolds qui était en charge des effets spéciaux de ce film et puis qui a utilisé sa technique pour simuler les chauves-souris dans le film. C'est utilisé aussi assez largement. En fait, c'est assez simple. Dès que vous voyez une foule à l'écran, dans une série ou un film, il y a 97% de chances que ce soit quelque chose qui est simulé. Ça coûte vraiment très cher de faire venir des acteurs, juste par exemple ici pour les besoins d'une pub pour remplir un stade. Donc on recourt à différents moyens. À vrai dire, vous pouvez aussi acheter des formes humaines découpées dans du carton que vous mettez dans le stade, comme ça. C'est un des effets qui existent. Où il y a cette technique-là, qui consiste donc à calculer les images en 3D de ce à quoi la foule devrait ressembler dans le stade et puis de les mettre en fond d'écran par montage. Alors on est assez fiers parce que c'est une société rennaise qui fait ça. Elle fait ça pour beaucoup de films et beaucoup de séries très connues, qui s'appelle Golem et qui est une spin-off de mon laboratoire. Voilà, je vous laisse un peu apprécier. C'est le genre de montage que les studios font pour montrer un peu comment ils ont fait les effets spéciaux, pour se faire un peu de pub, et puis pour montrer ce qu'ils sont capables de faire. Donc Astérix le Gaulois, par exemple. Voilà, vous pouvez trouver tout ça sur Internet, et le nom de la compagnie qui fait ça. Alors les effets spéciaux, c'est pas le seul, c'est pas la seule application et à mon avis c'est aussi pas la plus importante.
la simulation de foule a été aussi beaucoup utilisée pour traiter de la question de l'aménagement des espaces publics pour la préparation d'événements ou pour les infrastructures qui sont amenées à accueillir du public. Alors ça, on en a beaucoup parlé récemment pour les Jeux Olympiques. C'était un sujet qui est vraiment monté en importance en France. Et c'est évidemment, moi, c'est quelque chose qui me fait plaisir, même si en France, on a cette tendance, on en parlait un petit peu tout à l'heure, d'aborder la question de la sécurité de la foule, parce qu'il s'agit de confort et de sécurité du public dans les événements, est abordé sous l'angle plutôt de la lutte contre le terrorisme, mais avant tout, la prévention des accidents de foule ou la sécurité des foules, ça relève d'une bonne planification des aménagements de l'organisation qui va permettre à ce que, quand même, que tout se passe bien. Donc il y a un certain nombre de dispositions ici, puisque c'est un lieu qui accueille du public, donc il y a des sorties de secours qui sont indiquées, qui sont présentes, que vous êtes censé repérer facilement. Je vous conseille de le faire d'ailleurs. Quand on rentre dans un lieu public comme celui-là, on ne vous apprend pas à en sortir, alors que dans un avion, par exemple, on vous explique comment sortir s'il y a un problème. Bon, je pense que ça devrait se généraliser un peu. Bref, il y a un certain nombre de choses qui sont faites pour réfléchir à comment accueillir du public. Alors ça, j'illustre plutôt avec 2 vidéos. La première, en haut à gauche, voilà, c'est le phénomène dont on parle, c'est celui-là. C'est-à-dire que c'est la foule du carrefour de Shibuya à Tokyo. Je ne sais pas si vous le connaissez peut-être. C'est le carrefour le plus fréquenté au monde. Et donc finalement, là on parle essentiellement de piétons. Voilà, les foules, elles sont souvent formées de piétons. Les foules en mouvement sont souvent formées de piétons. Et où chacun va qu'à ses occupations, à ses propres motivations pour se déplacer, et puis le fait en respectant un certain nombre de normes sociales, de distanciation. Alors ça, pareil, on en a beaucoup parlé au moment du Covid. Je pense que toutes les notions de proxémie et de distanciation ont été beaucoup abordées pendant cette période-là. On a cherché à les augmenter entre les gens, mais il y en a toujours eu quand même, et pour des raisons essentiellement sociales. C'est pas très poli de rentrer dans les gens quand vous vous déplacez, donc vous adaptez votre mouvement pour que quand même tout ça se passe bien. C'est des choses qui sont excessivement culturelles, hein. D'ailleurs au Japon ça va pas être les mêmes normes qu'en Europe, et en Asie là ça va être pareil, en Inde ou au Japon, en Chine, c'est pas du tout les mêmes normes. Enfin c'est un petit peu les mêmes principes, mais c'est pas quantitativement c'est pas tout à fait la même chose. Et je montre cette vidéo là qui est un cas extrême de gestion des foules, mais c'est quand même ça qui est mis en place lors d'événements. C'est ce genre de réflexion qu'il peut y avoir en amont, qui sont de comment donner des indications à chacun dans la foule pour pouvoir la gérer dans son ensemble. Voilà. Mais ce qu'on dit un petit peu, c'est que ce qui compte avant tout, c'est de bien comprendre ces normes sociales ou ces interactions locales que les gens ont entre eux pour finalement diriger l'ensemble. Et donc finalement, la recherche, elle porte beaucoup sur les individus et les interactions locales qu'ils ont entre eux. Et c'est ce qu'on fait aussi dans mon laboratoire. Alors là, je vous montre une expérience. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est comprendre comment un groupe d'individus se déplace. Alors le groupe, il modélise un flux de piétons en fait. Alors c'est une forme de modèle, hein. C'est parce que on a besoin de le faire dans un laboratoire, donc on peut pas faire venir des milliers de personnes pour. Enfin, on aimerait bien, mais techniquement, et puis voilà, les fonds de la recherche sont ce qu'ils sont. Donc on prend un groupe qui va représenter ce flux-là, et puis on va lui faire un certain nombre de choses. Donc là, on a un groupe je ne sais plus combien ils sont exactement. Je crois qu'ils sont une quarantaine. Et on va prendre ce groupe, on va lui demander de se densifier et puis de se déplacer. On va essayer comme ça de comprendre les relations entre densité, vitesse dans le groupe, quelle distance vont reprendre naturellement les gens une fois qu'on les aura, on leur aura demandé de se remettre en mouvement.
Et on va étudier voilà, comment on va diviser le groupe en deux, puis on va regarder comment un groupe influence l'autre. Si on les fait se croiser, par exemple, comment l'un va ralentir l'autre. Et tout ça va permettre de comprendre un peu mieux ce qui se passe et surtout, par rapport à nos modèles de simulation, d'avoir des données pour un petit peu paramétrer nos modèles. Voir si on resimule cette situation qui est quand même très simplifiée, très standardisée, quels sont les bons paramètres de simulation pour ressembler au mieux à la réalité. Alors ce qui est intéressant de savoir, c'est que une expérience comme celle-là, elle a demandé des années de préparation. Déjà, on a fait des essais qui sont plus ou moins bien passés. On a quand même un petit peu de technique là dans le laboratoire. Vous voyez que les sujets là, ils portent des espèces de casques de vélo. Parce qu'on va venir coller on voit pas très bien à l'écran, mais vous pouvez deviner, ils ont tous la tête un peu noire là, c'est à cause du casque. On va venir poser des marqueurs dessus, réfléchissants, qui vont être vus par un ensemble de caméras. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des espèces de points rouges là, sur les coursives, qui sont autant de caméras qui vont filmer la scène, et ça va nous permettre d'avoir vraiment une localisation assez précise et enregistrer la position de chacun, enfin de leur tête, de leurs épaules aussi, de manière assez précise. Et puis voilà, regardez, on va avoir une appréciation très précise du mouvement de chacun et du mouvement du groupe dans son ensemble. Donc on fait ça. Donc il y a des mois de préparation. Les mois de préparation, donc c'est l'aspect technique, c'est aussi l'aspect éthique. On a besoin de faire des dossiers où on va décrire un petit peu ce qu'on veut faire aux gens, que tout le monde soit bien prévenu et d'accord. On va aussi devoir recruter ces gens, faire des annonces, leur demander de venir. On n'a rien à offrir, on n'a pas le droit de les payer. Donc il faut quand même arriver à les convaincre. Et puis, en termes de traitement, donc là, il va y avoir l'expérience le jour J, et en termes de traitement, c'est aussi quelque chose qui est très lourd. Traiter les données là, qui sont enregistrées par les caméras, c'est quelque chose qui est très lourd. C'est censé être automatique, mais on pousse les systèmes d'enregistrement un petit peu aux limites, et voilà, ils ne marchent plus très bien, on est obligé de beaucoup travailler les données. Donc là, il va s'écouler encore une année avant qu'on ait vraiment des données à manipuler et puis à traiter de manière scientifique. Alors nous, on raisonne pas mal en nombre de thèses. Une thèse, c'est 3 ans. Donc ça veut dire que faire une expérience comme ça, c'est une demi-thèse qui part. C'est l'étudiant quand même à qui on va apprendre à préparer ce genre de manip, donc qui va suivre ça depuis le début, à la préparer, à la réaliser, puis à l'analyser. Donc au bout d'un an, il aura traité une manip. Et ça coûte très cher. Voilà. Donc ce qu'on a fait pas mal pour étudier ces phénomènes-là aussi dans mon équipe, c'est réfléchir à finalement utiliser nos outils de simulation pour étudier ça beaucoup plus vite. Et la solution qu'on propose, c'est celle-ci, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la réalité virtuelle. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces casques qu'on peut mettre sur la tête des gens et qui leur permettent de voir un monde qui n'existe pas, un monde qui est simulé. Et ce qui est intéressant ici, comme vous le voyez, donc à gauche, ce que vous voyez, c'est un de mes doctorants qui est dans ce monde de réalité virtuelle qui est en fait représenté à droite. Donc il fait partie de cette espèce de gare virtuelle. Il est parmi des gens, il les voit, lui, hein, vous ne les voyez pas, enfin vous les voyez à droite. Et voilà, on étudiait une tâche de déplacement dans une foule statique. Donc on lui demande de réaliser, en fait il y a un panneau à l'autre bout de la pièce, on lui dit il faut que tu ailles regarder l'horaire du train, puis que tu reviennes et que tu nous le dises. Donc ça le force à traverser cette foule et à revenir. Et nous, ce qu'on fait pendant ce temps-là, on enregistre tout ce qu'il fait. Alors c'est très pratique. Comme vous le voyez, il n'y a plus 40 personnes dans un gymnase, mais il y a une seule personne dans une pièce. Donc au niveau de la logistique des expériences, c'est beaucoup plus rapide. En termes de recrutement de sujets, c'est beaucoup plus rapide. La situation dans laquelle il est à droite, qui est relativement complexe finalement, on peut la reproduire d'un sujet à l'autre. C'est-à-dire on peut faire exactement la même chose à plusieurs personnes, voir s'il y a de la variabilité individuelle, voir s'il y a des différences de comportement parmi les gens, ou si c'est plutôt stéréotypique et tout le monde fait ça un petit peu de la même manière.
Et on peut enregistrer beaucoup de choses. Tout à l'heure, je disais, on peut enregistrer la position de la tête avec le casque. Là, on peut enregistrer, vous voyez, il porte des espèces de bandes noires là, aux pieds, enfin, aux jambes et aux bras, etc. C'est un système de capture de mouvement qui enregistre absolument tous les mouvements de son corps. Ça nous permet de regarder comment il s'est faufilé dans la foule, comment il a... Par exemple, il utilise son bras pour se faufiler dans une foule comme celle-là. Je suis sûr que vous faites ça aussi. Vous faites ça parce que ça permet à vos voisins de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Je vais à gauche, je vais à droite. Et ça leur permet, je parlais des interactions sociales entre individus, ça leur permet de s'adapter à ce que vous faites. Ils vont éventuellement, s'ils sont sympas, vous laisser un peu le chemin. Ils comprennent que vous ne faites que passer et ils vont vous ouvrir le chemin. Voilà un autre exemple, c'est un peu le même dispositif où vous voyez, alors ça c'est un autre doctorant, vous voyez ce qu'il fait à gauche là et comment c'est enregistré et reproduit dans le monde virtuel. Donc lui il se voit, il voit ses bras virtuels, il voit tout son corps virtuel et il voit la scène virtuelle faite avec des humains virtuels. Et on arrive à analyser comme ça, grâce à cette réalité virtuelle, des comportements collectifs en ne recrutant qu'une seule personne. En termes d'analyse de données aussi, c'est beaucoup plus simple. Les données qui sont collectées là, elles sont immédiatement exploitables. Vraiment, le lendemain, on peut commencer à regarder les données. Il n'y a pas d'étape de reconstruction, tout est enregistré. On a besoin de toute façon, pour faire croire à cette personne qu'elle appartient à ce monde-là, on a besoin d'enregistrer ce qu'elle fait et de le reproduire en simulation. Donc tout ça existe dans la simulation et peut être enregistré instantanément. Les données sont là tout de suite. Il n'y a pas de phase de traitement. Et on peut aller loin comme ça. Alors, je vous montre un autre phénomène qu'on a étudié. C'était le comportement du regard dans des situations. Alors là, il n'y a pas vraiment full, mais c'était plutôt un test technique. On cherche à comprendre, quand vous vous déplacez dans la foule, comment vous prenez vos décisions quant à la navigation que vous réalisez, comment vous naviguez dans la foule. Et on avait l'intuition que le regard pouvait indiquer assez largement ce que vous faites. Et donc on était très intéressé à étudier le regard en même temps que la locomotion. Et ce que vous voyez sur la vidéo en haut à gauche, là, c'est quelqu'un qui se déplace et qui porte une caméra, mais ce que vous voyez tous les petits cercles vert, rouge, bleu, ce sont les fixations de ses yeux. C'est où il fixe les yeux dans la scène. Alors là, je vais essayer de vous expliquer techniquement pourquoi à gauche, c'est vraiment très compliqué de faire ça. Alors, c'est pas compliqué d'enregistrer l'activité du regard. Là, c'est les données brutes d'un système de capture. C'est des petits systèmes, si vous n'avez jamais vu ça. C'est des lunettes qu'on met sur son nez. Alors, si, parce que Meta en a sorti... Alors ça fait avec Ray-Ban, voilà, mais il y a quand même des... C'est un outil de mesure scientifique avant tout, et ça s'appelle un oculomètre. Et les oculomètres embarqués, donc c'est des petites lunettes où il y a des caméras qui regardent vos yeux tout autour, et une caméra qui filme ce que vous voyez devant vous et qui fait le lien entre la position des pupilles comme ça et puis la cible que vous regardez. Et donc voilà les données brutes, mais vous arrivez à comprendre ce qui est en train de se passer. Donc si vous voyez, c'est souvent quand il y a une personne dans la rue, elle est fixée, puis il y a quelques objets qui sont fixés. Vous arrivez à l'analyser simplement, et puis à la rigueur, si je vous mets la vidéo sous les yeux, vous pourriez m'écrire, il a regardé un tel, et puis après il a regardé un tel, etc. Mais faire ça de manière automatique et récupérer des données exploitables à partir de cette donnée brute, c'est très compliqué. Parce qu'il faut faire une analyse de la vidéo automatisée. Alors, il y a un problème technique et puis il y a un problème éthique aussi. C'est que là, on est dans la rue, parmi des gens qui n'ont rien demandé. Donc, on n'a pas le droit en fait, d'enregistrer des vidéos comme ça qu'on exploite à des fins de recherche sans avoir des autorisations qui sont un petit peu compliquées à obtenir. Et donc, encore une fois, la réalité virtuelle est une bonne réponse à ça, à toutes ces limitations, puisque on va embêter personne en les filmant, le monde est simulé, et les fixations qu'on va pouvoir mesurer un petit peu de la même manière vont être plus facilement analysées, puisque dans la simulation, on est capable d'associer n'importe quel point qui est regardé à l'écran avec l'objet qui est regardé. La simulation nous dit ce que c'est. À cet endroit de l'écran, il y a un personnage.
à cet endroit de l'écran, il y a une façade où il y a la rue. Donc cette association entre des données brutes et des données symboliques est beaucoup plus facile à faire. Donc encore une fois, on accélère beaucoup le cycle de recherche là-dessus. On mène également beaucoup de travaux, quand on fait ce genre de choses, pour s'assurer que ce qui est mesuré par ces moyens-là est conforme à la réalité. Donc en général, quand on fait un nouveau dispositif comme celui-là, on passe un certain temps à comparer ce qui est fait dans le réel et ce qui est fait dans le monde virtuel. Donc on évalue ce qu'on appelle la validité écologique de la simulation. Donc ça c'est un exemple pour montrer, on a regardé, on a fait passer plusieurs sujets dans la rue virtuelle, et puis on a comparé comment s'est distribué leur fixation par rapport à l'espace, et puis on a pu valider le fait que oui, en réalité virtuelle, on regarde la même chose que dans le monde réel, à partir du moment où on fait la même chose, c'est-à-dire marcher dans la rue. Bon, ça c'est un préalable indispensable. Donc voilà, on a même poussé ça un petit peu à l'extrême. Alors je vous montre une autre manip qu'on a fait en laboratoire, une manip réelle. C'était, alors on appelle ça les manips 1D, c'est-à-dire unidirectionnelles. On demande à une file de gens de se déplacer, ça peut vous paraître complètement inutile, mais ça ne l'est pas du tout. Ça nous permet d'étudier justement ces relations vitesse, densité. Mais ici, la densité, c'est juste l'espacement entre les gens. Très intéressant pour les études, encore une fois, de trafic, d'écoulement, de comprendre comment une congestion peut apparaître ou comment une vague de stop and go, dont j'ai parlé tout à l'heure, peut apparaître. Ça ressemble à ça. Là. Quand on regarde alors ce tracé, il nous montre au fil du temps comment les gens se déplacent dans le cercle. Donc il y a une vingtaine de personnes, donc il y a une vingtaine de trajectoires. Et ce qu'on peut voir, je ne vais peut-être pas aller trop dans les détails, mais en gros, quand le trait est bleu, ça veut dire que la personne est arrêtée, puis quand il est rouge, ça veut dire qu'elle progresse dans le cercle. Et deux trajectoires qui sont proches l'une de l'autre, c'est deux personnes qui suivent. Donc ce que vous dit ce tracé, en gros, c'est à quelle vitesse se propage une vague de stop, justement. Quand le trafic se bloque, et puis que le point où il est arrêté se propage vers l'arrière, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Je vous disais, ça se passe à des vitesses très caractéristiques. Ben là, c'est le genre d'expérience qui permet de mesurer cette vitesse de propagation. Et là, c'est pareil. Cette expérience, c'est 2 ans de travail avant de produire un résultat scientifique. Et ça, c'est la même expérience répliquée en virtuel. Mais là, enfin, la question nous qu'on avait dans cette reproduction, c'était mais si on simule le monde avec des gens qui tournent en cercle comme ça, et s'il y a une seule personne qui prend part à cette expérience-là, il n'y a que ces données à lui qui sont valides, enfin qui sont réelles. Le reste, c'est de la simulation. Ça voudrait dire toutes les trajectoires sauf une seraient simulées dans cette expérience-là. Alors ça ne nous apprend rien, ça nous apprend que ce que la simulation sait déjà. Parce que cette vitesse de propagation, elle va dépendre justement des paramètres qu'on va mettre dans la simulation. Ça serait idéal si dans notre reproduction en réalité virtuelle, les 28 personnages qu'on voit à l'écran étaient des personnes réelles. Et là, on en revient à notre problème de complexité expérimentale. C'est-à-dire qu'il nous faut 28 personnes avec 28 casques et tout. On se dit, bah, ça n'a aucun intérêt. Ça coûte de l'argent aussi un petit peu. Puis, par contre, ça marche si plutôt que de faire à 28 personnes une fois l'expérience, on prend une personne et on lui fait faire 28 fois le tour du cercle. C'est-à-dire qu'on va l'enregistrer en train de tourner une fois, et puis on va lui montrer le mouvement qu'il a fait, on va lui demander de se suivre. Donc il va littéralement se suivre ce qu'il a fait précédemment, et ainsi de suite. Et ce qui est... donc, bon, on se dit, mais il n'y a aucune chance que ça donne des données qui sont réalistes.
Et donc, encore une fois, on va comparer ce qui est fait en réalité virtuelle et en réel. Donc, ce qui est en virtuel, c'est ici. Ce qui est en réel, c'est en haut à gauche. Vous voyez des différences. Par exemple, les vitesses de propagation des vagues ne sont pas les mêmes, mais ça dépend des individus. Il y en a pour qui ça va être plus lent, d'autres pour qui ça va être plus rapide. Et ce qu'on sait, c'est que la vitesse de propagation des vagues, elle est liée au temps de réaction individuel. C'est-à-dire, si on fait encore l'analogie avec la voiture, c'est est-ce que vous freinez vite, enfin fort au dernier moment, ou est-ce que vous décélérez doucement? Ça va faire des vagues qui se propagent plus ou moins vite. Et donc, si on fait venir plusieurs personnes et on leur fait faire ça, on aura la moyenne des vitesses de propagation individuelle qui va correspondre à la vitesse de 28 personnes qui font la tâche ensemble. Enfin, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais encore une fois, là c'est vraiment extrême. Cette manip-là, elle peut être faite en réalité virtuelle en 1 semaine au laboratoire. On va juste, c'est vraiment juste créer un monde virtuel avec ce cercle, et puis on va dire, voilà, on va créer le système qui permet l'enregistrement et le rejet des trajectoires, et on va voir les données tout de suite. C'est très intéressant. Par exemple, on peut faire des données, là je reviens à des données d'évacuation. Combien de temps ça prend de faire sortir les gens de cette salle? Et là, on voit vraiment le mécanisme par lequel un seul sujet fait une vingtaine de fois la tâche de sortir, où on enregistre, puis on rejoue, et on enregistre des nouvelles données qui le concernent, et on lui fait incarner ces 20 personnes, ici, jusqu'à avoir nos 20 trajectoires qui sortent de la salle. Et ça permet c'est un petit peu ce qu'on cherche à faire, ça permettrait, par exemple, à quelqu'un de dimensionner la largeur de ce couloir pour avoir un écoulement dans un temps désiré. Et avoir une petite idée, lui-même tout seul dans son bureau d'architecte ou quoi, de faire la manip en réalité virtuelle et dire bah oui, effectivement, là ça marche bien, j'arrive à sortir en tant de temps. Voilà, pour ce qui est un petit peu de la question des aménagements, comment on étudie ça de manière expérimentale, comment l'expérience est quelque chose de long et difficile, et comment on peut finalement, grâce à la simulation, se nourrir de la simulation pour générer de nouvelles données et de nouvelles expériences qui vont améliorer toujours nos simulateurs. C'est un petit peu cette boucle qu'on cherche à mettre en action. Et pour finir l'exposé, donc je vais vous parler d'une autre problématique qui est un petit peu moins sur les interactions sociales entre individus, mais plus sur les interactions physiques cette fois. Et qui concerne le sujet de la prévention des accidents. C'est quelque chose dont on parle beaucoup. C'est quand même finalement ce qu'on craignait beaucoup au JO, si vous vous souvenez. Hein. Il y avait le risque terroriste, mais il y avait aussi cette histoire de gens sur les quais de Seine. Et pour travailler avec les pompiers de Paris, je peux vous dire que c'était un sujet très sérieux de questionnement pour les pompiers, de savoir comment ils allaient pouvoir sécuriser ce truc-là. Et que si on mettait autant de personnes sur les quais de Seine et qu'il y avait un problème, il y a 2 choix possibles, c'est les murs des quais de Seine ou la Seine. Donc c'est vraiment quelque chose qui concerne beaucoup les organisateurs. Ce sont des problèmes qui sont compliqués parce que souvent les lieux sont ce qu'ils sont. Et voilà, il faut limiter, il faut calculer les jauges, combien de personnes on accepte, comment on organise la circulation, comment on organise les évacuations. Et là, moi, je viens de boucler un projet qui a duré 4 ans, qui était d'envergure et qui nous a amené dans ces festivals. Et un sujet qu'on a traité, c'était pas tellement celui des aménagements, mais celui des risques liés à la surdensité de population. C'est-à-dire à ce moment où le niveau de densité est tellement fort pour la foule. Alors ça, on connaît les conséquences dramatiques aussi. On a eu l'accident en Corée en novembre 2022, si vous vous souvenez, qui a juste été créé parce que les gens se sont rassemblés au même endroit dans des rues j'ai oublié le nom de la ville, Itadeon, et qui ont fini par y mourir parce qu'ils étaient trop nombreux. Ils étaient 15 personnes au mètre carré. Je ne sais pas si vous... Mètre carré, ça fait 1 mètre carré. Donc vous mettez 15 personnes là, et donc le contact physique était inévitable.
Et le contact physique était tel, la pression était telle sur les corps que les gens ne pouvaient plus respirer. C'est ça qui les tue. C'est pas tellement les piétinements, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà. Donc sachez-le, si vous voyez que ça coince, c'est que le niveau de densité commence à être un peu élevé. Pensez à partir. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est un accident qui a eu lieu, alors qui n'a pas fait de victime, hein, c'est pour ça que je me permets de vous les montrer, et qui s'est produit, alors c'est un exemple typique, qui est très rarement filmé, donc c'est un des seuls documents qu'on a de cette chose-là, et c'est ce qu'on appelle une vague de pression. Donc ce que vous voyez là, c'est 3 fois la même chose sur des angles différents, mais ce que vous voyez, ça se remarque plus facilement sur l'image de gauche. C'est un mouvement, dans ce qu'on appelle un mouvement de foule, qui part de l'arrière du public et qui remonte à l'avant jusqu'à la scène. Là, vous voyez une espèce de vague qui déferle, tac, qui s'écrase sur la scène et qui rebondit même. Ça vous rappelle quelque chose? On faisait l'analogie entre la foule et la mer, c'est exactement ça. C'est vraiment comme une vague qui déferle. Ce qui se passe pour les gens, on le sent un petit peu là sur l'image de droite, on voit assez bien ce qui se passe. Mais la sensation que vous avez là-dedans, c'est vraiment d'être soulevé, transporté sur, là, pas beaucoup, peut-être 1 mètre ou 2, et puis redéposé par la foule. Ce que ça signifie, c'est que vous n'êtes plus maître de votre mouvement et que vous êtes littéralement bougé par la foule sans pouvoir vous échapper ou quoi que ce soit. Donc, quand je disais pensez à partir, c'est même des choses qu'il faut faire assez tôt quand vous voyez que les choses risquent de dégénérer. Mais ça, c'est vraiment un phénomène que les organisateurs de concerts craignent beaucoup. Parce que ces vagues-là, elles témoignent d'un niveau de densité de la foule très élevé où effectivement, pour être soulevé, transporté, redéposé, vous êtes déjà de toute façon au contact les uns les autres. Alors je ne vais pas rentrer non plus dans les détails ici, mais ce qui est intéressant, c'est que sur ce document, en fait, il y a 1 minute ou 2 minutes de film qui précèdent la vague et qui montrent qu'il y a des signes qui permettent d'anticiper ça. On voit un comportement dans la foule qui est caractéristique et qui devrait déclencher chez l'organisateur l'idée que là, il faut arrêter le show et il faut juste laisser la foule se calmer. Et en général, ils ont cette procédure-là. Ils appellent ça le stop show. Ils coupent tout, ils coupent le son, ils coupent l'image, ils coupent les lumières et puis la foule se calme en général. Mais voilà, et ce qu'on a beaucoup essayé de comprendre, c'est la nature de ces signes avant-coureurs et est-ce qu'on arrivait à la modéliser, les simuler et puis finalement les détecter. Je veux dire un gros mot avec de l'IA derrière, mais quelque chose effectivement qui regarderait les images d'une foule et qui dirait attention, je vois les signes précurseurs d'un accident. D'un accident possible, on n'est jamais certain. C'est assez résilient hein, tout ça quand même, il y a assez peu d'accidents par rapport au nombre de rassemblements qu'il y a. Je vous rassure. Alors, pour étudier les vitesses de propagation de ces foules-là, etc., alors là, on revient au laboratoire, on refait des manips en réel. En virtuel, là, ça ne marche pas du tout parce qu'on ne sait pas du tout reproduire ces interactions physiques. Mais ça, c'était les expériences de collègues allemands là, dans le projet qui ont organisé ça. Alors, vous pouvez deviner autour de quelle période ça s'est produit. Mais voilà, ce qu'on fait, ça nous demande quand même de faire ce genre d'expérience un peu extrême. On va vraiment regarder. Donc là, on reprend une foule un peu modèle. On met juste des gens en ligne et puis alors on les éloigne plus ou moins. On leur demande de se préparer plus ou moins à la poussée. Puis on les pousse un grand coup comme ça et on étudie les vitesses de propagation du mouvement d'une personne à l'autre, etc. On avait cette intuition que la vitesse de propagation, si on a sans doute relativement constante, donc ça c'est avéré vrai, dépendante de la densité, c'est-à-dire de l'espacement entre les gens, plus rapide en grande densité, c'est comme un fluide qui serait déformable et voilà, l'air est moins dense que l'eau, le son se propage moins vite dans l'air que dans l'eau, enfin voilà, c'est ce genre de raisonnement physique.
Et on regardait un petit peu en même temps aussi tout ce qui était lié aux chutes, c'est-à-dire comment ces mouvements de poussée peuvent vous déstabiliser et vous faire chuter. Bon, je disais quand même le piétinement, c'est un moindre risque dans les foules, mais c'en est un quand même. Et voilà, enfin en tout cas, quand on tombe au sol dans ces situations-là, c'est vraiment très problématique. D'une part parce que vous passez sous le plancher, enfin c'est vraiment... Enfin, j'aimerais pas être dans cette situation-là, c'est certain. Et en plus, vous créez un espace dans la foule en tombant qui est immédiatement rempli par d'autres personnes et qui génère à nouveau ces mouvements qui peuvent initier des mouvements comme ça de propagation. Donc tout ça est dangereux, donc voilà, on l'étudie de cette manière-là. Je peux vous décrire un peu les équipements. Là, ce qui pousse les gens, on l'a équipé avec une nappe de pression, c'est-à-dire on a une petite idée de la force avec laquelle on pousse les gens. Et puis vous voyez, ils ont tous cette combinaison noir-orange. Donc là, on mesure le mouvement de leur corps avec ça. Il y a des petits capteurs avec des fils là qu'on peut deviner ici, qui mesurent la position des mains, des bras, des jambes. Donc ça nous permet vraiment de reconstruire tout le mouvement qui a été provoqué par la poussée. Et puis ils portent tous un bonnet orange parce qu'il y a une caméra au plafond qui va regarder le déplacement de chacun là-dedans. Voilà, et ce qu'on a fait, nous, alors c'est à ce moment-là qu'on arrive au Hellfest et qu'on essaye, dans des situations réelles, de se poser la question de est-ce qu'on va retrouver les phénomènes qu'on a étudiés en laboratoire? Est-ce qu'on est capable de reproduire ça sur le terrain, où les choses sont beaucoup plus compliquées, bien sûr, où la mesure est beaucoup plus compliquée, et distinguer finalement... Alors on est allé au Hellfest pour cette raison-là, c'est parce que les mouvements de foule sont très proches des mouvements de danse qui ont lieu dans ces festivals. Je ne sais pas si vous êtes familier des danses métal, mais là ce qu'on a vu c'est un pogo. Et voilà, on étudie à la fois, donc on fait de la mesure. Là, vous voyez la même tenue noir-orange qui est utilisée pour essayer de voir quel est le mouvement d'un sujet qui est présent dans cette foule-là. Qu'est-ce qui lui arrive au niveau du corps? Comment il est bougé par la foule? Et avec des caméras aussi qui filment le mouvement de la foule autour de lui. Voilà, donc tous nos sujets, ils ont cette veste orange, ils ont cette casquette orange là, et puis ce t-shirt signalant qu'on est en train de faire des expériences. Ça, c'est un petit peu l'obligation légale pour faire des choses dans ces lieux publics. Voilà, un doctorant espagnol là, qui était très content de son expérience. Et voilà, donc un petit peu l'envers du décor. Donc on agit sur une scène du festival. Je ne sais pas combien de personnes ici connaissent le festival. Non? Ouais. Donc on est sur la Warzone et on pose quelques caméras qui regardent la foule dans son ensemble. Et on équipe voilà, Alors, les sujets ici, c'est des doctorants parce qu'on ne regarde pas le comportement humain, on est vraiment sur les aspects techniques de l'expérience. Avec les t-shirts là donc si on est présent dans un festival, vous pouvez le savoir si vous voyez des gens porter ces t-shirts là. Après vous pouvez nous chercher. Et je vous montre un résultat. Voilà, c'est ce que vous voyez à droite, c'est le mouvement enregistré du corps de la personne qui porte une casquette orange à gauche. Et qui est un manager de projet, qui n'avait rien à faire là. Mais elle a passé un très bon moment, je vous l'assure. Mais vous voyez vraiment, là elle court dans un pogo, hein. Elle est poussée, on la voit, et puis on le voit à droite, on peut vraiment mesurer à quel point cette poussée qu'elle a subie la déstabilise et puis la fait pousser quelqu'un. Alors on n'a pas quand même des données assez riches pour avoir une évaluation très précise, mais c'est quand même ce qu'on cherche à faire, et puis on teste un peu les choses là, dans ce genre d'expérience. Et ça va conclure ma présentation. Je vous remercie. Et puis je pense qu'on peut prendre un temps pour des questions et des discussions. Merci. Alors.
Un petit pogo, si vous voulez. Tout à l'heure, vous nous avez montré un goulot d'étranglement, donc il y avait en virtuel, et vous nous avez expliqué que on prenait une personne qui pouvait refaire 28 fois le même mouvement. Mais moi, je me posais la question de la taille des gens, de la force, du sexe et de l'âge. Voilà, tout à fait. Une question qui illustre à quel point ces phénomènes sont compliqués à étudier. Le nombre de paramètres qui jouent sur le comportement des individus dans la foule est gigantesque. Donc les paramètres physiques, effectivement, les paramètres sociaux, les paramètres psychologiques, parce que si vous êtes stressé ou pas stressé, la météo joue énormément, la température, l'ensoleillement, donc les facteurs culturels, de quel pays vous êtes, etc. Donc tout ça, il y a une combinatoire énorme de facteurs d'influence sur ces comportements-là. C'est pour ça que accélérer le cycle d'études, comprendre l'effet d'un facteur bien spécifique dans une situation bien spécifique, on a un certain nombre d'expériences sur catalogue qui existent, qui ont été publiées, mais vous ne trouverez jamais voilà, le phénomène qui vous intéresse avec le facteur qui vous intéresse. On s'apprête à travailler avec la SNCF sur le franchissement des appareils de contrôle automatique de billets. Vous détestez tous ça. Et la SNCF en est bien consciente. Et en plus, ils ont acheté un appareil qui ne marche pas très bien. Donc ils essaient de comprendre un petit peu pourquoi les données qu'ils avaient sur le papier quand ils ont acheté ces appareils-là ne correspondent pas à ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que c'est un problème avec les passagers? Est-ce que c'est un problème d'installation? Est-ce que c'est un problème technique? Est-ce que les voyageurs du dimanche, c'est différent que les pendulaires de la semaine? Est-ce que la présence de valises ou de famille va influencer ça? Voilà. Est-ce que le type de passager va changer? Est-ce que la signalisation qu'ils mettent pour vous faire comprendre que tel appareil est en panne, tel autre va avoir une influence? Voilà un très grand nombre de facteurs qui vont pouvoir influencer la chose. Je vous rassure, il y a quand même un département à la SNCF qui travaille à votre confort et à votre bien-être dans les gares. Donc, et c'est très bien, c'est nécessaire. C'est pas très dans la culture française, mais c'est quelque chose qu'ils cherchent à amener. Et voilà le type d'études pour lequel on souhaite répondre avec la réalité virtuelle, avec le discours justement que oui, ça peut accélérer les études qui sont nécessaires pour comprendre vraiment en profondeur ces phénomènes-là et améliorer la situation. Donc, les paramètres que vous avez cités jouent. Comment ils jouent, dans quelle situation, ça dépend. Par contre, pour ce qui concerne la prévention des accidents, ce qu'on a vu, c'est que, enfin, si vous avez suivi les news, en Corée, ce sont les jeunes filles qui sont mortes, essentiellement. Elles ont étouffé en premier parce que plus petites, plus menues. Et voilà. Donc, effectivement, ça joue et ça joue beaucoup. Les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Moi, j'ai compris que selon nos origines, enfin culturellement, on peut avoir des comportements différents. Ce que j'ai pas compris dans vos modèles, c'est pourquoi on ne trouvait pas de personnes en situation de handicap, dans des fauteuils, obèses ou même avec une canne. Ouais, j'ai parlé d'expériences extrêmement standardisées. Essentiellement, ce qu'ont cherché à faire les expérimentateurs, je veux dire, nous, on a fait des expériences, très peu. Des expériences, l'expérience du cercle, on l'a reproduite avec un fauteuil. On l'a reproduite avec un fauteuil à conduite assistée. On a une chercheuse dans le laboratoire qui travaille là-dessus et on était intéressé à comprendre l'impact de la présence de ce fauteuil et de ses réglages sur le trafic. Est-ce que le fauteuil impacte le trafic? Est-ce qu'il le ralentit ou est-ce qu'il accélère? On pourrait trouver les deux effets. Est-ce que les paramètres de ce fauteuil font qu'il répond bien aux normes sociales dans ces situations-là, etc. Oui, c'est des questions qu'on a. Donc, dans les images que j'ai sélectionnées, non, il n'y en avait pas, effectivement. On commence très souvent par la situation standard, parce que quand même, la situation dans le laboratoire que j'ai montré avec les groupes de gens qui... On est d'accord que ce n'est pas très naturel. Hein. Et oui, quand on a des critères de recrutement de la population expérimentale qui décrivent
ce à quoi doivent répondre les individus. Et souvent, on leur demande d'avoir des capacités locomotrices non affectées par le handicap. Et encore une fois, ça sera des facteurs qui seraient intéressants à étudier, mais le coût, donc on accélère le cycle expérimental et on peut l'aborder. Ça intéresse la SNCF d'ailleurs dans les projets. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, mais les comportements des gens sont extrêmement variables. On n'a pas du tout les mêmes données dans un match de foot, dans un concert de rock. On n'a pas du tout les mêmes données lorsqu'il y a tout d'un coup un événement imprévu qui provoque l'affolement des gens. On a des comportements culturels qui font que les réactions d'un endroit du globe à l'autre, bon, au Japon, vous avez montré des images tout à l'heure, on ne fonctionne pas tout à fait de la même manière qu'en Amérique du Sud. Bon, bref, on a un delta qui est très important. Ça représente quand même un sacré obstacle quand on cherche à modéliser ces différences de comportement. Alors comment vous arrivez néanmoins, avec des deltas qui peuvent être aussi larges, à avoir des modélisations fiables? Alors, très bonne question aussi. Là, quand j'ai montré ces images-là, la manip en haut à gauche, j'ai dit « Ah, ça s'appelle 1D, c'est unidirectionnel ». En fait, c'est une expérience qui est reproduite dans beaucoup de pays. Alors c'est bien, alors, il y a une équipe qui va faire une expérience, qui va montrer l'intérêt que ça peut avoir. Hein, et elle va être reproduite en Chine, au Japon, en Allemagne, en Inde, etc. C'est le cas de celle-là. Ça, c'est une des plus standards. Et des équipes de recherche qui s'intéressent à voir la différence que ça fait. On est encore une fois dans un... Je vais venir à la question sur un événement enfin, un événement dans l'événement, enfin, quelque chose qui peut déclencher une panique, etc. Donc, on est encore dans une situation hyper standardisée, vraiment presque un modèle jouet de ce qui peut se passer. Et là, on arrive à voir la différence des cultures. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que les Indiens, par exemple, alors ils comparaient beaucoup les Indiens et les Allemands. Les Indiens acceptent des proximités beaucoup plus grandes, enfin, c'est-à-dire des distances beaucoup plus faibles d'interaction que les Allemands, et que oui, ça s'en ressent sur les écoulements, sur les vitesses d'écoulement des gens, etc. Donc c'est comme ça qu'on l'étudie. Encore une fois, on va comprendre le rôle de ce facteur-là dans une situation donnée, mais voilà. Et oui, le but ultime de la gestion des foules, ça va être de prédire la réaction d'une foule à un certain événement ou à une certaine information qu'on va lui donner. Je vais reprendre un exemple de la SNCF. La SNCF essaye de casser les stratégies de comportement de passagers à quai. Pourquoi? Parce que la stratégie principale qu'ils observent, c'est leurs travaux, ça. C'est que vous montez dans le métro parisien, par exemple, enfin, c'est pas eux qui gèrent le métro parisien, mais vous allez monter dans le RER, dans le wagon qui va être en face de votre sortie. Vous faites le travail tous les jours, et, alors, voilà, c'est prédominant. Ça fait que finalement le nombre de wagons qui sont ciblés, il est assez faible. Ça veut dire qu'il y a des wagons qui sont pleins et des wagons qui sont vides. Et toujours essayer de monter dans les wagons qui sont déjà pleins, ça prend du temps, ça ralentit le temps de monter, enfin l'échange quai-train. Et ça vient littéralement ralentir le trafic du RER. C'est ça qui limite aujourd'hui et qui met en retard beaucoup les trains. Donc si on arrive à dire, bah non, la stratégie qu'il faudrait que vous adoptiez, c'est celle de vous mettre en face des wagons les plus vides. Donc aujourd'hui, cette information est disponible à quai. On vous indique les wagons, le taux de remplissage des wagons. C'est sur une ligne qui est expérimentale, je ne sais plus laquelle. Si vous arrivez à vraiment prédire la réaction des passagers et à l'influencer, vous aurez voilà, c'est le but ultime du gestionnaire, c'est de connaître ce lien événement-réaction. Mais là, on est à la préhistoire du truc. Bon, enfin, moi, je suis très honnête avec mon champ de recherche. On n'en sait rien. Et dans un mouvement de panique ou un mouvement de foule comme on en a vu, aucun gestionnaire n'est sûr à 100% de la réaction que va avoir le public à ce qu'il va faire. C'est une vraie responsabilité.
Donc on n'en sait pas grand-chose, j'ai envie de dire. Mais par contre, il est important d'étudier. Est-ce que vous pouvez parler des modèles et du contrôle de la véracité des modèles? Oui, je peux. Donc les modèles en général, alors, faut bien comprendre, hein, on est un petit peu comme tout le monde, ça va un peu répondre à votre question aussi, on est un peu dans la révolution intelligence artificielle. Parce que la révolution intelligence artificielle, c'est avant tout de la modélisation automatique. Ça veut dire en gros, si j'étais capable, enfin, on n'y est pas encore, hein, mais on s'en rapproche. L'idéal, c'est, je fais une expérience de suivi, là, comme celle-là. Ça encore, c'est faisable. Je prends les données, je les fais apprendre de manière automatique à un modèle qui est capable de les comprendre, et il va les reproduire. C'est-à-dire, il va me faire des simulations qui sont conformes à ce qu'il a vu et qui reproduisent parfaitement le phénomène. Beaucoup mieux que le genre de modèles d'hier, qui sont un petit peu, alors dans celui-là, des modèles de suivi. Donc là, on est dans une tâche de suivi qui va être, je parlais des modèles agents, c'est-à-dire que chaque agent va dire, bah, je vais adopter la vitesse de mon prédécesseur. Je vais mettre un terme de retard là-dedans, parce que quand je vois mon prédécesseur qui part, je mets un peu de temps à monter en vitesse comme lui ou à ralentir de la même manière. Et je vais avoir un terme qui est lié à la distance entre nous aussi. Voilà le genre de modèle qui permet de reproduire ces phénomènes-là. Hyper simple. Il y a 3 paramètres. Et on va utiliser ces données-là. On va optimiser la valeur des paramètres pour qu'elles reproduisent au mieux ce qu'on a observé expérimentalement. Donc c'est comme ça qu'on fait la modélisation. On essaie de comprendre le paramètre, on se dit, bah tiens, là, c'est effectivement... alors il y a quand même des moyens de le faire, hein, de dire, bah, chacun adopte la vitesse de son prédécesseur. Cette loi-là, on peut vérifier que ces données-là, elles reproduisent cette loi-là. Et puis après, la question des paramètres, c'est une méthode d'optimisation assez simple. Et après, on a vraiment une métrique de comparaison entre les trajectoires réelles et les trajectoires modèles. C'est d'ailleurs, on va chercher à réduire cette distance-là pour optimiser nos paramètres. Et après, en jouant avec ça, on arrive à observer que, ce que je disais tout à l'heure, le terme de retard va changer la vitesse de propagation des vagues, par exemple. Donc on arrive à comprendre que c'est ce paramètre-là qui va jouer. Dans le futur, ce qui va se passer, c'est plus ce que je décrivais. On va avoir un certain nombre de données de trafic piéton, on va les faire digérer à un modèle, et il va être capable de prédire ce qui se passe dans de nouvelles conditions. À partir du moment où il aura un petit peu vu ce qu'il faut qu'il ait vu. Donc ce qui va se passer très probablement, c'est que un téléphone déjà peut enregistrer pas mal des paramètres de cette trajectoire-là. Ces données-là, elles vont être utilisées pour faire de la modélisation. C'est bien et c'est pas bien, sur le plan éthique. Mais vous voyez bien déjà un peu ce qui se passe autour du trafic automobile et le genre d'outils qu'il y a pour faire de la prédiction de trafic, faire de la suggestion de navigation. On peut imaginer que ça va se produire. Le trafic piéton, c'est quand même beaucoup plus dur que le trafic automobile à modéliser. Il n'y a pas la route, il n'y a pas le code de la route, il n'y a pas la mécanique du véhicule qui fait que le problème est beaucoup plus simple en trafic automobile. Est-ce que vous avez étudié les différences de réaction en fonction de la structure des sols? Un champ ou le macadam, par exemple? Ouais, moi non. Des gens l'ont fait. Alors, pas tellement la nature. Enfin, la nature des sols, c'est plutôt des biomécaniciens qui s'y sont penchés. Vraiment, c'est. Par contre, il y a un cas où la nature du sol a été étudiée assez précisément. C'est dans le domaine du maritime, pour évaluer les circulations sur des rampes d'accès de bateaux. Donc, les outils de simulation, c'est très utilisé dans tout ce qui est maritime, aérien, ferroviaire. Et ouais, combien de rampes d'accès, quelle largeur pour évacuer ou remplir le bateau assez vite. Ça Saint-Nazaire n'est pas très loin.
Je voulais juste savoir si les forces de l'ordre, avant des manifestations, s'intéressaient à vos modèles ou demandaient des conseils ou avaient leur propre département de recherche. Alors, oui aux 3. Alors, mais quelle force de l'ordre? C'est ça qui est important. Il y a... Voilà, encore une fois, le monde se divise un petit peu en deux. Il y a la prévention des accidents, c'est plutôt des questions de sécurité civile. Et puis il y a la prévention du terrorisme, c'est plutôt des questions de police. Donc nous, on s'intéresse plutôt à la question sécurité des aménagements, prévention des accidents. C'est plutôt une affaire de pompiers. Et oui, on travaille avec la préfecture de police de Paris, qui comprend des pompiers, dont ceux qui sont en charge d'évaluer, qui font partie des commissions d'évaluation qui viennent sur les lieux et dire bah ouais, vous avez le bon nombre de sorties de secours, etc. Et oui, ils viennent nous voir. On encadre une thèse en ce moment avec eux, et j'espère que ça va un petit peu amener ces questions. En France, on est un petit peu en retard là-dessus, honnêtement. Si vous allez en Angleterre, c'est des questions qui sont beaucoup plus présentes. Les associations de gestionnaires d'espaces publics, etc., sont beaucoup plus développées qu'en France. Donc moi, c'est quand même, en tant que chercheur, quelque chose que je cherche à pousser, c'est que ces questions-là, elles soient prises un peu de manière un peu plus scientifique en France. Et c'est un avis qu'on partage complètement. Je citais la SNCF tout à l'heure, voilà, qui ne trouve pas de formation tellement à cette question de la gestion des foules, la gestion du public, qui sont présentes ailleurs, en Angleterre en particulier, aux Pays-Bas aussi, en Suisse, à quelques pays. Bonsoir, merci. J'ai 2 questions. Une première question, est-ce que vous êtes d'accord avec la méthode d'évacuation des autocars? Que je ne connais pas. Ah, bon. Eh bien, donc c'est, si vous voulez, les gens qui sont plus près du couloir, qui sortent du début du car jusqu'à la fin, et après les gens des côtés. Ok. Voilà. Donc, quel est votre avis? Et est-ce que Monsieur MBS est au courant de vos calculs pour la manifestation qu'il y a à la Mecque? Alors, 2 questions très différentes. Dans la première, ma réponse serait faisons l'expérience. Effectivement, l'embarquement. Alors, moi, ce qui me fascine, c'est plutôt il y a une question de sécurité qui est plus intéressante sur l'évacuation des cars, mais c'est l'embarquement des avions. C'est toujours extraordinaire. Il y a des compagnies qui font par rangée du fond vers l'avant, d'autres qui font de l'avant vers le fond, d'autres qui font par bloc de 5, espacé de 10. Enfin, et je me suis toujours demandé s'ils avaient fait... J'imagine que ce n'est pas basé sur rien. Globalement, toutes les instructions qu'on a dans un avion, elles sont logiques, elles ont une explication liée à l'évacuation souvent. Les marquages au sol, bon, ça c'est évident. L'ouverture des hublots et l'extinction des lumières, vous avez déjà compris pourquoi ils font ça? Ils ouvrent les hublots à l'atterrissage, ils éteignent les lumières. C'est pour que vous voyez l'extérieur et que vous êtes attiré par la lumière, hein, globalement. Donc pour sortir, ça aide de savoir où est l'extérieur. Et ça vous permet aussi de savoir s'il y a un incendie d'un côté ou de l'autre. Voilà, préférez le côté non enflammé. Et pour ce qui est des questions de la Mecque, alors je pense que c'est le plus gros client des cabinets de conseil sur la gestion des foules. Tous les cabinets de conseil que je connais travaillent avec eux. Donc oui, bon après voilà. Évidemment, il y a un enjeu à la Mecque. Bon, déjà, il y a eu des accidents qui ont été très graves, hein, avec des milliers de morts certaines fois dans un seul accident. Et ils ont quand même l'objectif de maximiser la fréquentation de ce pèlerinage, qui est quand même assez contraint dans l'espace et le temps. Il faut toucher une pierre à la fin. Et je crois qu'ils arrivent à accueillir, je sais plus, 4 ou 6 millions de personnes dans la journée. Enfin, 4 millions de personnes qui vont toucher. Donc ça demande des organisations très sérieuses. L'organisation est très sérieuse. Ils ont fait des infrastructures, ils ont des plans de gestion, etc. On a eu vent de... Parfois, les plans de gestion n'étaient pas tout à fait suivis pour des questions voilà, qui sont un peu culturelles. Et,
ouais, c'est souvent ça qui cause des accidents. Et oui. Alors, MBS n'est pas au courant de mes travaux, je pense qu'il ne me connaît pas, mais il connaît plein de cabinets de conseil qui font aussi bien. Oui, vous avez des enjeux de sécurité, mais est-ce que certaines personnes étudient comme ça les mouvements de foule, plus sur des aspects sociologiques et voir comment ça a évolué dans le temps? Je pensais que dans les premiers films, c'était quand même des sorties d'usines, donc on pourrait étudier des documents assez anciens comme ça. Je pensais au stade du Heysel, ou enfin des événements marquants historiquement, pour voir comment est-ce qu'il y a des changements. Vous avez dit qu'on était assez grégaire, qu'on utilisait le comportement de la personne qui était en face. Est-ce qu'on l'est de plus en plus ou de moins en moins? Enfin, je me posais des questions comme ça. Oui, alors, le début de la question, c'est intéressant. D'habitude, je le précise, là, je ne l'ai pas fait. La science des foules, c'est un truc qui n'existe pas. Il n'y a pas de domaine associé à cette science-là. Par contre, il y a plusieurs disciplines qui s'y penchent. Il y en a deux en particulier, et l'informatique, ce n'est pas la première. C'est la physique et la sociopsychologie. En Angleterre, c'est beaucoup sociaux. En France, c'est beaucoup physique. Et il y a des informaticiens qui résistent. Et quant au... Oui, alors, il ne faut jamais oublier que dans un film, les gens jouent. Ils ont des instructions de jeu. Bon, on ne connaît pas l'influence sur le comportement. Mais par contre, ce qui a été beaucoup fait dans la même veine, c'est plein d'études avant-après Covid, avant-après distanciation forcée, quoi. Est-ce que ça a persisté, etc. Bon, enfin, dans l'immédiat, évidemment, oui. Après, je pense qu'on a repris un peu les mêmes normes qu'avant. Pas tout à fait, mais ça ne se voit pas dans le trafic piéton, par exemple. Allez, plus que deux questions, les deux que j'ai vues. Bonjour. On a vu dans l'expérience là avec l'espèce de bélier, je ne sais pas comment vous appelez ça, où on voit les personnes les unes derrière les autres, qu'il y avait un facteur distance qui jouait par rapport à la propagation de la vague ou même à l'arrêt de la vague. On a vu qu'à partir d'une certaine distance, ça s'arrêtait très vite. Vous avez parlé des 15 personnes par mètre carré par rapport à la catastrophe là, qui a eu lieu en Corée. Est-ce qu'il y a une densité qui a été déterminée par rapport à ces modélisations pour permettre de savoir s'il y avait une densité critique qu'il ne fallait pas dépasser pour justement éviter les catastrophes? Oui. Alors, c'est bien sûr... Le projet que j'ai mené disait la chose suivante, c'est qu'il est illusoire de déterminer un seuil critique au-delà duquel il existe ce seuil. C'est certain. Mais il dépend de plein de facteurs. Déjà, je parlais tout à l'heure, on parlait des distances entre Indiens ou des distances entre Allemands. 15 Allemands au mètre carré et 15 Indiens au mètre carré, c'est pas la même chose. Physiquement, c'est pas la même chose. Donc déjà, il ne peut pas y avoir de seuil absolu. Alors on pourrait dire, oui, on est capable de l'ajuster, etc. Mais il y a tellement de facteurs. Et puis, sur un concert, par exemple, vous allez tous regarder la scène, orienter pareil, ranger un peu en randonnion, ce qui vous permet de voir le concert entre les deux épaules des gens devant vous, etc. Donc ça fait des organisations naturelles qui sont favorables pour une grande densité. Dans une autre situation, ça peut être un seuil complètement différent. Par exemple, sur un quai de gare, si vous êtes paqué comme dans un concert, le moins de mouvement, ça vous fait tomber sur la voie, c'est dramatique. Enfin, donc, ce seuil critique existe en théorie, mais sa valeur évolue en fonction d'un nombre de facteurs qui est très grand. En plus, bon alors quand même, il y a des jauges. C'est-à-dire que dans cette salle-là, il y a une jauge, c'est sûr, elle doit être marquée quelque part. Bon là, ça doit être autant que du nombre de sièges, mais dans un car, il y a une jauge. Dans n'importe quoi, dans n'importe quel espace public, il y a des jauges et il y a des gens qui sont là pour la contrôler. Il y avait le monsieur en rouge dehors. Il est censé connaître la jauge et la contrôler. Je ne sais pas s'il le sait, mais parce que souvent c'est un peu la question, il n'y a pas cette culture de... Mais au moins, s'il voit vraiment trop de monde dans cette salle, il aura le réflexe de dire non, là, ça va pas, on sort, on arrête. Mais justement, on était plus sur dire il y a des signes avant-coureurs qui sont d'une nature différente. Mesurer une densité, c'est compliqué, c'est imprécis.
On n'a pas d'outil de mesure de la densité très fiable qui marche dans n'importe quelle condition. Et la densité, c'est pas quelque chose qui se contrôle très facilement. Donc je parlais de jauge, ça va être la densité moyenne. Et vous voyez bien ici, la densité, elle n'est pas du tout uniforme. Vous êtes tous plutôt devant, d'ailleurs c'est plus agréable que tous derrière. Mais voilà, les gens font ce qu'ils veulent, ils se massent comme ils veulent, et on ne contrôle pas ça. Donc de toute façon, alors voilà, les signes avant-coureurs qu'on avait, c'était plutôt sur les mouvements un petit peu de faible amplitude de la foule qui indiquent justement, il aurait fallu que je prenne les images avec moi là, mais on voit des mouvements précurseurs qui nous montrent que le mouvement se propage entre quelques personnes. Ça veut dire que ces personnes-là sont déjà au contact. Donc l'idée de notre projet, c'était plutôt de dire, essayons de détecter ces mouvements qui se propagent d'une personne à l'autre. Et on a quelques exemples qui montrent que oui, par exemple, ils étaient capables de prédire comment la vague qu'on voyait dans ce concert-là se propage exactement. En travaillant juste sur ce qui précède la vague, on arrive à prédire comment la vague va se propager. Donc on a déjà qu'elle va se propager et comment elle va se propager, si elle intervient. Parce qu'on ne sait jamais, il y a quand même un événement qui la déclenche là. Il y a quelque chose qui se passe à l'arrière qui déclenche la vague. Merci. Est-ce que les caméras que vous utilisez, donc là j'ai vu qu'il y avait c'était des capteurs sur la tête, mais est-ce qu'elles peuvent déterminer la morphologie d'une personne, la taille, le poids, l'âge? Alors, merci. C'est des caméras classiques qu'on utilise. Voilà. Donc la question c'est plutôt est-ce qu'il y aurait des traitements derrière de l'image qui permettraient ça? Il y en a, oui. Il y a tout un champ là, de la vision par ordinateur qui s'intéresse à retrouver la posture des gens et puis la forme de leur corps. Ça doit permettre de déduire un peu tous les autres paramètres. Mais ce qu'on a nous à l'écran permet pas ça du tout. Et légalement, il y a un certain nombre de traitements qu'on est autorisé à faire. Donc il y a un dossier d'éthique de 30 pages là, qui nous permet d'être présent dans ce festival. Et ce qu'on fait avec les images, c'est très cadré. Et je plaisante pas du tout avec ça parce que je comprends la problématique de ce qu'on appelle la vidéoprotection automatisée, la VSA, vidéosurveillance automatisée. Et on essaye d'expliquer à tort et à travers qu'on ne prend pas part à ce mouvement-là. On ne cherche pas à faire de la VSA. Et on ne veut pas utiliser la vidéosurveillance comme un sauf-conduit pour nos recherches. On pose nos propres caméras, elles sont en dehors de tout système. Et on cherche à comprendre la physique d'un phénomène et de dire oui, la vitesse de propagation est un signe avant-coureur des accidents et c'est très intéressant à mesurer. On ne dit jamais il faut absolument une image pour la mesurer. Il faut même peut-être juste entraîner les gens à la détecter, ça peut même suffire. Merci beaucoup à tous et à toutes et merci Julien pour la conférence. Merci à vous.